L'élimination nous amène encore. J'écris, mais j'ai. C'est le micro qui ne fonctionne pas bien. La journée sur un Non, je plaisante. Alors, chers amis, bonsoir dans ce nouveau lieu. Bienvenue. Nous allons continuer notre cycle bizarre qu'on a remarqué qu'un peu tout le monde a repris. Nous avons lancé un cycle il y a 5 ans sur la sexualité. Alors bien sûr, nous avons commencé par de la clinique que certains trouvent tellement ridicule, parce qu'ils sont tellement intelligents et tellement philosophes. Nous avons commencé par les plantes, par les animaux, etc. Bon. Nous avons tourné autour du pot, si je peux dire, et nous poursuivons ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un séminaire de recherche, alors que d'autres font des séminaires de mode, mais ce n'est pas la même visée, la recherche et la clientèle. Ensuite, parce qu'il ne faut jamais être polémique, mais tout le monde a toujours été polémique. Donc nous continuons ce cycle dans une forme renouvelée et plus concentrée que nous avons commencé le mois dernier, qui va se poursuivre toute l'année, désormais donc ici. Ce soir, ce sera donc Geneviève Vialévine, que vous connaissez très bien, mais je vais vous rappeler qu'elle est passée par l'université dans le sud, elle a sévi longtemps dans l'université. Recording in progress. Yes. C'est Geneviève qui... Oui, c'était un morceau de ses cours. C'est très illustré notre soirée. Elle était à Rabat. Oui. C'est ça, oui. Encore mieux. Oui, et donc qui organise ou co-organise depuis des années nos soirées du jeudi à l'association Psychanalyse et Médecine, qui gère les enseignements d'hiver et un groupe de cliniques, de contrôle clinique depuis des années aussi à l'APM. Et elle a longtemps travaillé aussi avec, il faut dire, Jean-David Nazio. Elle travaille peut-être toujours d'ailleurs avec, je ne sais pas les dernières nouvelles. Donc ce soir, elle va y avoir vos débats et qui seront lancés par Nicole François, qui nous fait le plaisir de faire comment dire, la discutante, un écho diffluent de ce qui va être dit. Donc le titre de ce soir, c'est Heures et malheurs de la sexualité, des ambiguïtés et des impasses de l'amour et du désir. Geneviève. Merci Michel. Alors, aborder la sexualité et en théoriser est vraiment bien difficile, puisque même pour la psychanalyse, dont elle est l'objet par excellence, la sexualité, elle semble objet de refoulement pour la psychanalyse. En effet, n'est-il pas étrange, en cette époque de liberté sexuelle proclamée et affichée, que ce soit la poésie, la littérature, la musique et le cinéma qui se saisissent de la question et qui témoignent le mieux et le plus authentiquement de cette sexualité qui est au cœur de notre vie, de nos bonheurs et de nos tourments. Il semble en effet que la psychanalyse, malgré les grandes ouvertures freudiennes, souffre encore et semble se défendre encore de cette accusation faite à Freud de pansexualisme, ce qui, dans ses colloques savants et ses recherches, la rend, me semble-t-il, très discrète
et très frileuse même sur ce réel de la sexualité. Alors, si Freud a soutenu et soutiendra jusqu'à la fin de sa vie que tout chez l'humain peut engendrer de la sexualité, ce qui implique que tout peut y ramener dans notre expérience clinique, comme en témoigne le transfert, il n'a jamais écrit, notre cher Freud, que la sexualité soit le tout de l'être humain. Et la nuance est de taille. Et d'ailleurs, toute sa théorie est fondée sur le conflit, c'est-à-dire le conflit qui implique la dualité. Quelque chose, en effet, s'oppose à la sexualité. Ce peut être un autre type de pulsion, ce qu'il a nommé les pulsions d'autoconservation, ou les pulsions du moi, que nous verrons d'ailleurs à l'œuvre dans les défenses névrotiques. Ce peut être le moi lui-même, comme organisateur, comme organisation, et je pense à cette citation que j'aime beaucoup de Jacqueline Schaeffer, que vous entendrez d'ailleurs au mois d'avril, où elle dit, je cite, « Son moi est la défaite », en parlant de la sexualité féminine, hein, « son moi est la défaite, et haït la défaite, hein, mais son sexe la demande. » Son moi est la défaite, mais son sexe la demande. Et finalement, ce sera en dernière analyse la pulsion de mort qui s'opposera aux pulsions sexuelles. Alors, au scandale suscité, que tout le monde connaît, ce scandale suscité en 1905 par la parution des 3 essais sur la théorie de la sexualité, Freud répondra par ces mots, je cite textuellement, « L'élargissement du concept de sexualité, élargissement que nous imposait la psychanalyse des enfants et de ceux qu'on appelle pervers. » Alors, nous répondrons à ceux, c'est toujours Freud, nous répondrons à ceux qui, de leur hauteur, jettent un regard de mépris sur la psychanalyse, qu'ils devraient se rappeler combien l'idée d'une sexualité plus étendue se rapproche de l'éros du divin Platon. Alors, une sexualité plus étendue, c'est bien de cela qu'il s'agit en effet, puisque nous sommes passés, grâce à ce texte de 1905, nous sommes passés du sexuel comme instinct vital à une pulsion sexuelle en interréaction étroite avec la réalité psychique. D'une véritable perversion universelle de l'instinct, d'une perversion de la fonction, émerge donc une sexualité arrachée à la sexologie. La pulsion sexuelle humaine consistant en une dénaturation radicale de l'instinct sexuel, du fait de la prise des êtres humains, évidemment par le langage. Alors, l'ancienne définition qui se référait à l'idée d'une sexualité strictement génitale est devenue complètement caduque. La sexualité humaine n'est au service que d'elle-même. Elle n'est pas au service de la fécondation, elle n'est au service que d'elle-même. L'éros de Platon, auquel fait allusion Freud, nous renvoie à l'amour. Cet amour dont nous savons par le transfert qu'il est la mise en acte de la réalité de l'inconscient, cette réalité qui est d'abord la réalité du désir sexuel. Voilà donc, par la citation de Freud que j'ai donnée, voilà donc l'amour et le désir sexuel mis en si étroite contiguïté qu'ils seraient presque confondus. Et de là va découler tous nos ennuis et toutes nos difficultés. D'abord à exposer et ensuite à vivre. Or, nous dit la chanson, l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, mal, prends garde à toi. Tout, me semble-t-il, est dit dans ces quelques mots de ce qui échappe de la sexualité, qui est l'essence même du subversif. Plus que dans tout autre registre de notre vie, nous sommes là mis au pied du mur et devons, dans l'humilité,
vivre douloureusement à quel point nous ne sommes pas maîtres en notre demeure. La sexualité est vraiment là le domaine de notre vie dans lequel nous ne sommes pas maîtres dans notre demeure. Nous ne le sommes jamais, mais dans la sexualité encore moins. Et c'est là encore ce qui fait la difficulté d'aborder la sexualité comme s'il s'agissait d'un savoir disponible et total, oublieux que nous sommes de sa dimension énigmatique, qui ne saurait ni se laisser enfermer, ni se laisser enclore. Oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, chante encore Carmen sur les mots de Mérimée. Toute sexualité, donc, est une expérience singulière, échappant à toute loi et à toute norme. La gestion possible de la sexualité par la théorie, ce que font beaucoup de nos confrères et consoeurs, la gestion possible de la sexualité par la théorie ne serait-elle pas une résistance à la vraie découverte freudienne? En tout cas, c'est une question que je me pose et que je vous pose. À défaut de théorie, essayons quand même toutefois d'avancer quelques réflexions sur quelques certitudes, ou plutôt sur quelques invariants. Il semble que la majorité des humains aspirent à l'appariement, c'est-à-dire à faire couple. La vue d'une foule en vacances en témoigne. Si l'appariement majoritaire est celui du masculin et du féminin, auquel est d'ailleurs réservé le terme de couple, ceux qui échappent à ce choix hétérosexuel n'en sont pas moins accouplés par des affinités mystérieuses qui leur sont propres. Quant aux rares solitaires, en ces temps de vacances, ils sont en errance, âmes en peine, à la recherche ou dans l'attente de rencontrer leur moitié ou leur complément. En effet, une force puissante et incoercible semble donc pousser le commun des mortels à marcher deux par deux. Et d'ailleurs, certains de nos patients avouent avoir mal à leur image d'hommes ou de femmes seuls, quand ils sont par exemple à la terrasse d'un café, ou à celle d'un restaurant, ou dans une réception. Et d'ailleurs, certains ne peuvent s'y rendre dans des réceptions qu'accompagnés, d'où le succès des escortes en tout genre. Par conséquent, sur cette force puissante qui pousse à s'apparier, je vous conseille de lire dans Le Banquet le monologue de Diotime la prêtresse, qui nous rappelle notre bisexualité de structure en même temps que le prodige et le mystère de l'amour chanté de tout temps par les poètes pour les plaisirs qu'ils donnent, mais surtout pour les rêves qu'ils suscitent sans commune mesure avec ce que leur désir est en mesure de réaliser. Ce désir si puissant d'être deux, mais c'est un deux qui pourrait ne faire qu'un, et on ne rêve qu'à ça d'ailleurs, que ce deux peut faire un. Ce un de notre fantasme fondamental est là un universel qui semble traverser toutes les cultures. Est également un invariant, ça c'est notre premier invariant, est également un invariant, les difficultés rencontrées par les hommes et les femmes aux prises avec les façons possibles d'articuler désir sexuel et amour. Toute notre clinique, en tout cas, en témoigne. Pour comprendre la logique et l'inéluctable de cette difficulté, je vous propose de revenir aux fondamentaux de la pulsion sexuelle. Nous constatons en effet que les trois essais, dont je viens de parler, seront en permanence retouchés par des remaniements et des ajouts successifs au fur et à mesure qu'évolue pour Freud sa théorie des pulsions. D'abord, l'idée que la pulsion sexuelle n'apparaîtrait qu'à la puberté et ne viserait que l'union sexuelle féconde est un leurre et une erreur majeure que Freud rectifie tout de suite, bien sûr. Parce qu'en effet, le lien qui unit le plus sexuel à son objet se tisse en réalité dès les premiers mois de la vie
et dès les premières interactions corporelles et sensuelles du nourrisson avec le sein. Ce lien se développe de stade en stade à mesure que le corps grandit, que l'intelligence et le langage s'étendent et que les sollicitations culturelles de l'entourage se font plus exigeantes. Cette sexualité de l'enfant a 3 caractéristiques. Elle est polymorphe, auto-érotique et elle s'étend sur une activité physiologique dont le nourrisson qui tète est le paradigme. Dès le moment, alors ça c'est important, dès le moment où la fonction prend plaisir à fonctionner toute seule, c'est-à-dire pour elle-même, dès que l'enfant ne tète plus, ne suce plus le sein pour se nourrir et pour recevoir le fluide de lait chaude dans son corps, dès que par conséquent la fonction se suffit à elle-même et fonctionne pour elle-même, c'est-à-dire que ça devient du chuchotement, puis du baiser, puis de la pulsion orale, si vous voulez, le germe d'autres usages de la bouche est implanté, dont les rencontres futures feront d'autres usages. Alors, le rapport par conséquent, la succession, ça, c'est la succion pour se nourrir, parce que l'enfant a faim, puis ça devient un chuchotement pour lui-même, pour le plaisir d'activer sa bouche, et à partir de là, la bouche deviendra zone érogène et fonctionnera pour toute autre chose que la nourriture, bien sûr. Ce sera la pulsion orale avec toute son étendue que nous connaissons. La parole, la respiration, etc. Alors, le rapport de l'enfant avec la personne qui s'occupe de lui, en général c'est la mère, est pour lui, l'enfant, une source constante d'excitation sexuelle et de satisfaction depuis les zones érogènes, d'autant que la personne qui s'occupe de lui, sa mère par exemple, la personne qui donne les soins, destine à l'enfant des affects et des sensations qui proviennent de sa propre vie sexuelle. Ces pulsions freudiennes sont des pulsions partielles et de poussées d'intensité constante. Et la pulsion génitale, celle de la maturité, si elle existe, vous savez que certains auteurs la récusent, ils considèrent que c'est un idéal, mais qui n'est jamais acquis, qui peut n'être jamais acquis. Par conséquent, la pulsion génitale n'est pas unifiée en bloc, mais elle est un assemblage de pulsions partielles, façon patchwork, et soumise aux aléas du complexe de vie. Et je reviendrai ultérieurement sur ce point. Avant d'en arriver à la pulsion génitale, l'effet de cette grande poussée pulsionnelle que connaît l'enfant grâce aux soins qui lui sont prodigués et grâce à ces zones érogènes que la mère va imprimer en lui, cette poussée pulsionnelle sur l'enfant est si puissante et si dévastateur parce que très anxiogène, qu'une amnésie tenace la frappe. Autour de l'âge de 7 ans et jusqu'aux abords de la puberté, un refoulement massif de ce que l'on nomme la période de latence et que Freud a appelé une véritable glaciation. Alors, je dois ajouter quelque chose, c'est que cette poussée pulsionnelle que l'enfant reçoit est évidemment anxiogène, tout à fait anxiogène, mais elle est en même temps extrêmement précieuse parce qu'elle développe l'intelligence. Il faut comprendre que l'enfant ne peut pas se servir de ses organes génitaux sont complètement hors d'usage puisque la maturité ne lui permet pas de s'en servir. Mais par contre, toute cette poussée constante va éveiller son intelligence et sa curiosité va l'amener à essayer de comprendre. Si un petit frère est né, peu importe si les parents... qu'est-ce qui se passe entre les parents?
Et par conséquent, ça va les amener non seulement à fantasmer, à penser, mais ils vont penser tellement qu'ils vont, comment dirais-je, élaborer des théories. Ce sont les théories sexuelles infantiles dont je ne vais pas vous parler, puisque nous aurons une spécialiste de la sexualité infantile au mois de janvier qui vous en parlera mieux que moi. Alors cette période de latence, donc de refoulement massif, explique évidemment la méprise généralisée avant Freud d'une sexualité ne concernant que la puberté et l'âge adulte. Notre développement psychosexuel se fait en plusieurs stades où prédomine chaque fois une zone érogène, orale, anale, phallique, et par là même un rapport particulier à l'objet correspondant, faisant de l'enfant un pervers polymorphe, cet enfant trop souvent oublié dans l'adulte, alors que rien n'est effacé, mais au contraire conservé absolument intact par la période de latence. Procédant par stade, il peut y avoir arrêt du développement libidinal qui produisent des fixations à ces objets, à ces zones érogènes, arrêt soit face à la castration ou à des événements liés à l'histoire du sujet. Par ailleurs, la polymorphie caractéristique de la pulsion suppose qu'elle puisse s'égarer, essayer de nouveaux buts ou de nouveaux objets. C'est la fameuse perversité polymorphe plantée au cœur de l'organisation sexuelle, infantile, et par conséquent implantée au cœur du développement psychosexuel de tout sujet. N'oublions pas que l'enfant est le père de l'homme, ce qu'un titre de travail récent du cercle freudien, entreaperçu sur mon ordinateur, vient opportunément nous rappeler. Ces quelques éléments brossés à grands traits me semblent suffisants pour nous donner les clés, des clés permettant de déchiffrer justement les heures et malheurs de la sexualité et l'histoire éternelle de nos amours contrariés. Puisque sexualité et perversion ayant cheminé ensemble pendant tout le processus décrit, nous à jamais, Fontainebleau, si vous voulez, nous à jamais, leur gémellarité. Le désir sexuel reste donc lié à sa sœur, la perversion, dont seules les défenses névrotiques peuvent l'amenuiser. La perversion, hein. La perversion dans la pulsion sexuelle. La pulsion sexuelle contient en germe toutes les perversions, comme nous l'enseignent d'ailleurs les fantasmes pervers des névrosés et les théories sexuelles infantiles, quelquefois encore à l'œuvre, parfaitement audibles chez certains de nos analysants, qui nous parlent d'enfants orales, d'enfants anneaux. Par ailleurs, le complexe d'Oedipe n'est pas toujours un événement passé, mais il attend dans le futur, pour beaucoup d'entre nous, embusqué au tournant de chaque rencontre, car au sein de chaque amour germe l'angoisse de l'inceste. N'oublions pas que toute la sexualité infantile, j'ai essayé de vous le dire rapidement, mais que toute la sexualité infantile s'est développée sur une trame oedipienne. Alors, certains signifiants du complexe d'Oedipe facilitent l'érotisme, d'autres l'inhibent. Ils peuvent d'ailleurs varier, entraînant aussitôt une variation du désir sexuel. Un homme qui devient père, une femme qui devient mère, cette épreuve et ce bonheur, cette épreuve peut avoir comme résultat l'extinction presque complète de leur désir sexuel. À cause des signifiants du complexe d'Oedipe, une sorte d'éreintement de l'érotisme par la névrose peut s'accomplir. Par contre, le mari, alors je dis le mari, mais les choses sont les mêmes pour la femme, hein.
Par contre, le mari que la maternité de sa femme avait assoupi verra son désir brusquement ravivé s'il la soupçonne d'avoir un amant. Le surgissement d'un homme anonyme dans le couple, fantasme homosexuel ou de ménage à trois, lui permettra de s'apercevoir que l'extinction de son désir ne résultait ni de la fatigue, ni de la force de l'habitude, puisque ce simple scénario, c'est un scénario pervers quand même, ce simple scénario avait suffi à le remettre en scène. De même pour la femme, hein, qui peut fantasmer que, oui, cette femme qui s'attarde, elle, dans les bonheurs de la maternité et du nourrissage, peut brusquement se réveiller et sortir de ce moment de nourrissage qui la comble, si elle a l'impression que son mari est ailleurs, ou va ailleurs. Alors, un patient me racontait combien il avait été amoureux, adolescent, d'une jeune femme, jusqu'au jour où, je ne sais plus dans quelles circonstances, il avait entendu appeler cette jeune femme à haute voix, ce qui lui renvoyait le nom de sa propre mère. Homophonie qui avait dû, dans un premier temps, faire appel amoureux en silence, mais qui faisait répulsif dans l'entendu. Il rompait dans l'instant ce grand amour devenu brusquement impossible. Notre clinique ordinaire nous enseigne qu'un élément pervers vient sinon doubler, du moins hanter, la relation amoureuse la plus innocente. Quand l'objet de notre amour vient à nous manquer pour des raisons diverses et variées, n'en venons-nous pas à fétichiser de façon pathétique, des traces de sa présence, son parfum, un mouchoir, les cadeaux offerts portés jalousement comme des reliques. Le désir sexuel se souvient toujours d'une perversion, ou plus exactement d'un point de perversion dont l'amour vient voiler l'origine. Alors, un récit de sa chère Masoch, le Masoch qui est le père du masochisme, hein, est très éclairant à ce propos, lorsqu'il décrit la scène de son enfance qui a été déterminante autant pour ses goûts sexuels que pour son activité littéraire. Il était, par inadvertance, semble-t-il, derrière un paravent chez une de ses tantes, alors que celle-ci se trouvait dans la chambre avec son amant. Et on comprend que le petit Sacher Masoch y a assisté par conséquent, il y a derrière ce paravent assisté à une scène sexuelle. Découvert par cette tante, il est jeté au sol et fouetté, punition dont il tire une jouissance intense dans un moment de grande honte, souvenir honteux et humiliation donc. Et il semble que la réitération de l'excitation érotique soit activée à l'âge adulte, moins par le souvenir fixé de la scène que par la honte dont il est escorté. Si bien que plus tard, quand il accédera à une sexualité adulte, seule la honte et l'humiliation l'exciteront, même si aucune scène érotique n'accompagne ses affaires. Et le souvenir heureux sera toujours plus humiliant à chaque fois qu'il se rejouera, si on en croit en tout cas ce que Masoch écrit, d'une jouissance exténuante et d'un circuit infernal. Jean-Jacques Rousseau nous raconte une scène de ce même genre aussi. Alors, comme les ruines de Pompéi surgissent intactes de l'ensevelissement, l'excitation sexuelle de honte et d'humiliation ressentie aujourd'hui sont conservées intactes, inaltérées grâce à la période de latence. On peut comprendre, grâce à ces fixations conservées intactes de l'enfance, la rigidité des scénarios sexuels qui permettent aux humains d'obtenir leur jouissance. Telle femme ne tombera en amour qu'avec tel type d'homme, toujours prompt à l'humilier. Tel homme homosexuel, c'est le cas d'un de mes patients,
ne sera tiré sa vie durant que par des petits loupards dont il ne cessera de se plaindre, et pourtant, toujours prêt à réitérer rencontres et aventures qui sont chaque fois de pire en pire. Ce que je dis là pour un trait de caractère est vrai aussi pour des caractéristiques physiques. On connaît des hommes qui ont eu dans leur vie 3 ou 4 femmes, elles obéissent toutes au même schéma physique. Alors, ces rapides exemples sont illustratifs de l'ordinaire de notre clinique. Ils s'aiment, ils se quittent, ils s'adorent, ils se dévorent, ils s'admirent, ils se déchirent, ils se consument, ils se brûlent, ils se touchent, ils se blessent, ils se tuent aussi parfois, ceux qui s'aiment. Ils n'existent pas l'un sans l'autre et pourtant ne peuvent vivre en paix l'un avec l'autre. Sans aller jusque-là, on sait que les scènes de ménage prometteuses de réconciliation brûlante sont un ingrédient précieux du désir sexuel. Et d'ailleurs, un de nos collègues, aguerri par sa clinique et dans sa clinique, n'a-t-il pas écrit dans les années 1994 un ouvrage intitulé « Du bon usage érotique de la colère ». Vous avez reconnu Gérard Pommier là. La sexualité née dans la violence ne semble pouvoir se déployer que dans la violence. Et la tendresse est loin d'être le carburant privilégié du désir sexuel. Je pense à ces couples qui essaient de sauver leur désir sexuel assoupi par la pratique de l'échangisme, manière de sortir de la monotonie monogame et de susciter une nouvelle sorte de complicité amoureuse, tout en sauvegardant évidemment l'essentiel. Il s'agit alors de vivre leurs divers fantasmes extra-conjugaux, tout en ne mettant pas leur couple en question. Alors je retiens de ma clinique que cet expédient dans les couples hétérosexuels est la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que j'ai eu un exemple où c'était la femme qui était motrice et initiatrice, mais enfin la plupart du temps à l'initiative du partenaire homme. Je tremble quand je dis homme, hein. Je tremble parce qu'on ne sait plus maintenant. Alors je me souviens d'un président des écoles chrétiennes ayant eu recours à ces pratiques échangistes avec sa femme, consentante entre guillemets, venu me consulter parce que depuis ces pratiques, il était inquiet des changements opérés chez son épouse qui devenait triste et déprimée. D'autres, pour fuir une relation ressentie comme trop incestueuse, clivent. L'amour pour la personne aimée inhibe la force et la vigueur du désir sexuel, qui accuse le coup, qui se rétracte dans cet étranglement. Et on peut remarquer que plus le névrosé donne de prix aux qualités qui font de sa compagne aimée une personne honorable et respectable, pleine de qualités, plus il risque de forger les instruments de son malheur sexuel. Et c'est la division entre la femme aimée, la mère, enfin, celle qui a une fonction maternelle, et la putain, étudiée par Freud dans son article sur le plus courant déravalement de la vie amoureuse, qu'elle est un exemple, qui est un cas particulier. Mais la solution du clivage, nous la connaissons bien, elle peut être un moyen si les partenaires sont suffisamment ductiles et capables de changement de place et de position subjective. Le clivage peut s'opérer également grâce à ou à la partenaire du fantasme. Mais le clivage n'est pas sans inconvénient qu'en ne se contentant plus du ou de la partenaire du fantasme ou de la ductilité de chacun des partenaires et de leur position subjective, ils choisissent à ce moment-là des partenaires réels en chair et en os. Certains, après un dur combat, finissent par trancher et choisissent leur épouse ou leur époux, la sécurité, le cocon familial. D'autres choisissent
leur amant ou leur maîtresse, c'est-à-dire qu'ils choisissent alors l'aventure et le désir revigoré, pour un temps en tout cas. D'autres, enfin, choisissent de ne pas choisir et de vivre un ménage à 3 ou à plus, sur le modèle de Sartre ou de Simone de Beauvoir, soit dans la transparence, ce qui est leur cas, soit dans la discrétion et la clandestinité. Tout cela pourrait être vaudeville, évidemment, et d'ailleurs le vaudeville s'en nourrit amplement, s'il ne se dissimulait pas derrière cette agitation et cette turbulence de grandes souffrances. Éjaculation précoce, panne humiliante, n'en déplaise à la planche qui considère le fiasco sexuel comme l'honneur de l'homme, puisque l'animal ne connaît pas ça, impuissance, surmortalité masculine, frigidité, cystite, stérilité insistante dans le couple, alors que chacun des époux rendu à sa liberté sera fécond avec un nouveau partenaire. Autres symptômes et mal-être qui sont souvent le signe d'amour en souffrance. Migraine, dépression, angoisse, insomnie chronique, demande de preuves d'amour insatiable, venant souvent témoigner d'une sexualité frustrée, et surtout de ce que la névrose est bien l'envers de la perversion, puisque certains préfèrent tomber malades plutôt que de faire face aux exigences de leur désir. Le symptôme fait alors tampon aux exigences de la vie sexuelle, ou en tout cas les amortit. Et pourtant, il semblerait que, semblable à l'alcool ou à la drogue, l'ivresse de l'amour pourrait permettre d'affronter la violence du désir. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, à la séance que Houchang nous a donnée, il avait été question à la fin de se faire objet pour l'autre, objet de l'autre, comme condition d'amour. Cet amour rêvé et fantasmé par tout un chacun. Mais se faire l'objet de l'autre me semble amener une disparité, en tout cas dans les couples hétérosexuels, car de ce point de vue, et là je risque de me faire écharper par les féministes, car de ce point de vue, hommes et femmes ne sont pas à égalité. Jusqu'où une femme peut-elle aller par amour est une question rarement posée pour un homme, sauf quand il se range par choix inconscient du côté des femmes quant à sa sexualité psychique. Notre clinique porte témoignage que pour beaucoup de femmes, il n'est point de limite, alors que pour un homme, il y en a toujours une qui est liée à sa rencontre avec l'angoisse de castration. Une femme qui aime peut devenir l'objet de toutes les exactions. Plus elle se désubjective, plus elle se donne, plus elle se sent aimante et aimée. Et d'ailleurs, se donner, dans le langage courant, me semble se conjuguer au féminin. Même si, comme l'affirmait Lacan, les sentiments sont toujours réciproques, réciproque ne signifie pas simultané. Cette acceptation de mettre en retrait son moi pour se faire objet de l'autre est rarement concomitante, simultanée, chez nos amoureux. Dans beaucoup d'histoires, l'un d'eux est prêt à prendre le risque de la désubjectivation, tandis que l'autre se contente de l'accompagner un certain temps, mais à la condition de pouvoir se reprendre très vite. De sorte que le plus souvent, l'aventure se termine au détriment de l'un ou de l'autre, sans compter évidemment tous les retournements possibles, tant que dure la liaison, discours si violent qu'il peut faire virer l'amour en son contraire, la haine, mais ça c'est un grand classique. Commence alors le travail solitaire de celui qui a pris le risque, sans barguigner, de se dessaisir de son moi, de son propre narcissisme, d'aller jusqu'au bout de lui-même, processus au cours duquel
l'autre, enfin l'amoureux, celui qui est allé jusqu'au bout, à la conquête de lui-même, par le détour de l'autre. Alors je vous propose, si vous avez envie de creuser la question, d'aller voir mon article qui est paru dans la collection de l'APM sur les 3 masochismes, et en particulier sur le masochisme féminin et le masochisme érotique de la femme. Alors chacun se sert inconsciemment de l'autre comme d'un objet imaginaire, et ce avec quoi il est en relation pendant toute la durée de sa passion amoureuse n'est autre que l'objet de son fantasme, momentanément ou durablement incarné. Il n'est là que pour masquer en définitive la béance originelle, toujours prête à réapparaître, tant l'amour nous rend aveugles. Il nous rend aveugles à ce qui nous manque, ce manque inhérent à l'humain, immergé dans le langage, ce manque que j'ignore, c'est la raison pour laquelle je m'y accroche si fort, et en même temps qui me rend aveugle à l'autre, puisque c'est l'autre qui vient colmater la béance. Alors, est-ce le sens du « il n'y a pas de rapport sexuel lacanien » ? On ne peut pas faire que les deux deviennent un, ce sera toujours deux. Comment amour et désir sexuel peuvent-ils tenir ensemble? On peut certes se raconter des histoires d'amour merveilleuses, jusqu'à se rendre compte qu'elles ne sont pas réelles, mais simplement rêvées. C'est peut-être à ce moment-là que l'amour se continue ou se métamorphose en tendresse, qui, elle, peut être infinie et durer toute la vie. Certes, il y a de rares cas où se faire objet de l'autre est simultané chez nos deux amoureux. C'est alors ce que l'on peut appeler la passion amoureuse, qui balaie tout sur son passage, qui brûle de son propre feu, amour fou qui vise à l'absolu et à une jouissance sans limite, au-delà souvent de la sexualité. Mais c'est surtout la littérature qui nous en parle. Les mystiques aussi nous en parlent, mais ce sont surtout les poètes. Aimer à perdre la raison, heureux celui qui meurt d'aimer, comme nous en chante et chante Jean Ferrat. Par conséquent, l'amour et le désir ne semblant pas marcher du même pas, certains fuient délibérément cet enfer délicieux de l'amour pour se tourner vers des jeux et des expériences de corps sensoriels, rapports purement ludiques, où seul le sexe est concerné, dans des rencontres censées être sans conséquences affectives ni discursives. Faire du sexe pour le seul plaisir des sens, tel que l'a théorisé Foucault et quelques autres, c'est là que réside pour moi la différence entre sexe et sexualité. Faire du sexe, c'est se faire plaisir avec des partenaires souvent interchangeables, et nous savons que les libertins ne veulent rien savoir de l'amour. Il n'y a rien qui ne fût tant que l'amour. Comme disait Lacan, ni la jouissance du corps de l'autre, ni sa propre jouissance ne sont les signes de l'amour. Il suffit pour ça de relire Sade pour s'en convaincre, et de surcroît pour ressentir très vite un immense ennui, tant le nombre de scénarios est réduit, tant le sadique ou le maître des cérémonies semble aussi peu libre que ses victimes. Il semble souvent agir sur sa victime, le trauma qu'il a marqué à vie. Ces rencontres ludiques prennent du point de vue analytique des formes variées, qui vont de la perversion pure et simple, avec ses rituels très stricts, aux rencontres ponctuelles que l'abondance des réseaux sociaux facilite, leur offre nourrissant les fantasmes, multiplient les demandes, bien sûr. Ce sont alors des rencontres abruptes, anonymes, nomades,
lieu de tous les dangers corporels et physiques, qui ne sont plus subjectifs ni psychiques les dangers, mais ils sont corporels et physiques. Pour les premiers très structurés, avec contrat tacite et consentement réciproque, ils obéissent à des rituels très précis dans lesquels est inscrite la perversion dans un cérémonial souvent raffiné. On peut lire. Alors, les films de Visconti sont très illustratifs. Enfin, certains films de Visconti sont très illustratifs dans des mises en scène qui sont d'un raffinement extrême, d'une beauté, d'un esthétisme exceptionnel, et dans lesquels règne une atmosphère un peu lourde et poisseuse, où l'inceste est souvent évoqué. Alors, on peut lire, pour se faire une idée de ces comment dirais-je, de ces échanges, enfin, plutôt de ces cérémonies de groupe, on peut s'en faire une idée dans ce qui est écrit chez Grasset, je crois, Cérémonie de femmes, qui est écrit par Jacqueline Robbe-Grillet, qui officie sous la pseudonyme de Jeanne Séberg. Un film a été tourné autour de ces expériences sadomasochistes, dont un s'appelle La Cérémonie, et je sais simplement qu'il est tourné par une réalisatrice suédoise. Alors, bien sûr, ce qui est privilégié, c'est l'esthétisme des lieux et des atours, et surtout la somptuosité des mise en scène indispensable au dispositif pervers, avec théâtralité et serment d'allégeance. Une de ces cérémonies, par exemple, consistait en une somptueuse partie de chasse de nuit dans un magnifique parc dans lequel les proies à chasser, le gibier, étaient bien sûr des femmes et les chasseurs des chasseresses. Alors l'émotion et l'excitation y sont chauffées à blanc par une dramaturgie qui côtoie la violence et la souffrance, cette jouissance propre au monde sadomasochiste. Sont à noter dans cette catégorie de sexualité de groupe les très nombreux clubs échangistes, un accroissement constant depuis ces dernières années. On compte actuellement en France 400 clubs, dont 400 000 participants réguliers et 600 000 occasionnels. Ce sont évidemment les clients réguliers qui me semblent caractérisés de pratiques perverses. Les autres, les occasionnels, c'est un plaisir qui s'offre de temps en temps pour réanimer une complicité amoureuse. Quand l'ivresse de l'amour n'est plus là pour permettre d'affronter la force et la puissance des désirs sexuels, il faut alors recourir à des stratagèmes. Les premiers d'entre eux étant les perversions, tout droit issus de la perversion polymorphe de l'enfant, un âge justement où il n'y avait pas de rapport sexuel possible. Mais il y faut aussi beaucoup d'alcool, de drogue, dans ces lieux où cette liberté sexuelle est affichée et la jouissance sans limite recherchée. Il faut de la cocaïne, de l'ecstasy, toutes sortes de nouvelles substances qui mènent au bout de la mort, pas la petite mort, mais au bout de la mort réelle. Dans les soirées homo très déjantées, la chasse à l'orgasme se fait sous hallucinogènes, toujours dépassée par des produits toujours plus dangereux, pour obtenir parfois 3 jours d'élection, qui fait de certains d'entre eux des athlètes sexuels absolument imbattables. C'est ainsi que j'ai reçu, il y a quelques années, un jeune homosexuel à bout de souffle et exténué, qui, après quelques années de fréquentation régulière d'un lieu gay, situé dans une usine désaffectée de la banlieue parisienne, appelée l'usine à ciment, m'avouait avoir frôlé la mort, le risque d'y contracter le HIV y étant le moindre mal, eu égard aux violences encourues. Il est évident que la différence des sexes est éludée comme limite. Le corps se trouve du coup dans un double rapport à la jouissance et à la mort.
Pour ce qui est des rencontres ponctuelles, abruptes, anonymes, à partenaires interchangeables, facilitées, comme je vous l'ai dit, par les réseaux sociaux, elles illustrent jusqu'à la caricature ce qu'il en est de ce que l'on désigne du terme d'addiction sexuelle. Géolocalisation pour situer les partenaires sexuels potentiels dans le voisinage immédiat, susceptibles d'être choisis pour copuler dans l'heure. Un simple clic déroule le menu, ou plus exactement le mode d'emploi, préférences sexuelles, profil, position favorite, mensuration. Deux conditions président à ces rencontres. Premièrement, aucun différé n'est toléré de la demande à la réalisation. Et deuxièmement, la parfaite adéquation du produit aux caractéristiques déclinées. Vous avez bien compris que j'emploie à dessein le mot de produit pour désigner le ou les partenaires choisis, mais surtout chosifiés, qui semblent nier en tant que sujet ayant un désir propre. J'ai reçu 2 ou 3 fois un homme qui préparait ses parties fines, c'est ça qu'il appelait ses rencontres, ses parties fines à venir, qui préparait donc ses parties fines sur ce mode, se dopant dès le premier clic pour mieux en profiter, disait-il. Il était évident que la cure analytique, avec ses rendez-vous programmés à l'avance et sa temporalité propre, ne pouvait en rien lui convenir, sinon rendre plus vive encore une angoisse insupportable qui affleurait dans son discours. Bien sûr, je ne l'ai pas retenu, parce que... Que dire encore, après ce tour d'horizon sans doute bien incomplet? Je n'ai pas évoqué la bisexualité pour ne pas encombrer un champ de complexité déjà bien fourni. C'est difficile à 2, mais quand les 2 deviennent 4, ça devient encore plus compliqué. Par conséquent, je n'ai pas évoqué cette question, mais elle existe, hein, la bisexualité. Il y a des circonstances dans lesquelles, même si un homme ou une femme est déterminé dans son sexe psychique, il y a des circonstances qui peuvent faire que le côté, enfin, la partie masculine de lui ou la partie féminine, oui, de lui, la partie masculine d'elle ou la partie féminine de lui peut quelquefois dominer et ébranler l'identité qui semble acquise. Alors, par conséquent, je n'ai pas évoqué la bisexualité, et si nous nous réunissons tous et célébrons une liberté sexuelle bienvenue, nous entendons toutefois dans les cures que nous menons combien la vraie liberté sexuelle est toujours difficile à conquérir psychiquement. En dépit de changements manifestes, certaines problématiques traversent le temps sans beaucoup bouger. Même raté, même boiterie et souffrance dans la vie amoureuse et sexuelle de nos patients. Les pratiques sexuelles changent, certes, mais l'angoisse de castration demeure. Elle prend simplement de nouveaux déguisements et contournements. Reste alors, et c'est l'honneur des humains doués de langage, le discours amoureux. Ce discours amoureux qui enchante nos vies et nos rêves d'union et d'harmonie possible, se faire un enfin, se retrouver la plénitude de l'innocence première, ces étincelles d'enfance sans lesquelles il n'y aurait ni musique, ni littérature, ni surtout poésie. Alors je veux en terminer quand même par le fait que Julia Kristeva et Philippe Soler nous ont proposé en 2015 un livre intitulé « Le mariage considéré comme un des beaux-arts ». Je ne l'ai pas lu. Mais par contre, le titre m'a beaucoup intéressé et beaucoup séduit. Je souscris volontiers à cette proposition à la condition d'élargir, au-delà du mariage, toute relation amoureuse, hétérosexuelle ou homosexuelle,
s'inscrivant dans la durée et qui ne serait ni de résignation, ni de frilosité, ni de protection devant l'inconnu. Quand le plaisir d'être ensemble, d'échanger, de partager, de prendre soin de l'autre perdure, on peut en effet parler d'œuvre d'art, tant il faut d'intelligence, de générosité, de tolérance et surtout de capacité de sublimation à ce que le dit amour, entre guillemets, peut générer de pire. Jalousie, possessivité et pulsion d'emprise. Voilà, je me suis dit tout ce que j'avais dit. Pouvez-vous dire là-dessus? Je ne sais pas par où commencer. Je voudrais dire que la fin, tu nous as fait des choses orgiaques. C'est plutôt du côté de l'orgie que ça se passe. Et j'aime beaucoup la fin que tu viens de donner parce qu'on dirait surtout pour les jeunes. qu'on n'est pas obligé de tomber dans ces travers là, qui sont, tu nous en promets des maladies, des choses absolument épouvantables. Donc je suis contente de la fin de ton texte que je n'avais pas lu. Ah bon? Ben non, je n'ai pas lu tout la fin de ton texte. Tu l'as remanié un petit peu. Voilà. Bon. Alors, en premier temps, ce que j'aimerais, je vais prendre les termes que tu abordes d'amour et de désir, parce que même si tu as changé un petit peu ton titre, il y a une sous-jacence dans ce titre. Qu'est-ce que le désir doit à l'amour? C'était ton titre du départ. C'est pas mon titre, ça faisait partie de la troisième partie de mon sous-titre. Ah bon? En fait, ça fait rien. Bon, je me disais, mais on pourrait très bien organiser la chose en se demandant qu'est-ce que l'amour doit au désir. Voilà. Et je suis tombé sur, je crois que c'est en lisant les deux premières séances de l'identification de Jacques Lacan sur une phrase, et puis je l'avais lu dans Freud aussi, où il nous dit que le désir, que l'amour est inné. J'avais jamais entendu ça, que l'amour était inné. Par contre, le désir doit passer par les règles du signifiant, RETS. L'amour est inné, c'est le fantasme fondamental. Non, il nous dit l'amour est inné. Eh bien oui, oui. Oui, l'amour est inné. C'est-à-dire que tout de suite, avec la sexualité enfantine, c'est bon ou c'est pas bon. Ah oui. Voilà, même sans que l'objet soit vraiment tout à fait constitué, tu as c'est bon ou c'est pas bon. Donc cet amour, avant même que le gosse puisse en passer par ses propres signifiants, en passer même par les signifiants de l'autre avant, il y a quelque chose d'inné du côté de l'amour, et c'est cette sexualité qui va devenir en effet polymorphe, comme tu as bien accentué la chose, doit passer par la bon, je le dirai une autre fois. Voilà, des signifiants. Donc, et à partir de ce moment-là, tu nous as fait, on est passé par la période de latence. Donc cette période de latence, on peut dire qu'elle advient vers 4 ans, 3-4 ans. Je crois que c'est plus tard. En fait, c'est pas plus tard. 5 ans. Je disais plutôt 6-7 ans. Je crois que c'est 7 ans. Non, 7 ans. non, elle est avant, elle se manifeste avant, et on peut dire que vraiment à 7 ans où le langage est bien parlé par les enfants,
les vraies questions, les grandes questions arrivent, d'où viennent les enfants, avec toutes ces questions philosophiques que font ces jeunes, et la sexualité se met en repos. Freud la compare au moment des grandes glaciations qu'il y a eu à une époque dans notre philogenèse, et la sexualité va se mettre en repos à ce moment-là pour que le psychisme il y a une sublimation. Tu as parlé 2-3 fois comme ça de la sublimation, et en fin de compte, il y a une sublimation à passer dans cette période de latence, me semble-t-il, en domptant cette pulsion sexuelle qui est très forte et qui est toujours partielle, justement. Bon. Alors, je voudrais faire entendre quelque chose qui est du côté des psychanalystes. Comment le désir est noué à l'amour. Comment Lacan nous en parle un petit peu à la fin du séminaire 11. Et plus précisément, il va nouer le désir du psychanalyste à un amour sans limite, dira-t-il, car cet amour est en dehors des limites des lois, de la loi, de la parole, de la loi des signifiants. Donc, voici ce qu'il dit. Le désir du psychanalyste est un désir d'obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand confronté au signifiant primordial. Alors ce signifiant primordial, pour lui, c'est l'idéal du moi. Il nous donne à la fin de ce séminaire cet idéal qui est un trait, qui est le premier signifiant. Donc quand confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la première fois en position de s'y assujettir. Là seulement, ajoute-t-il, peut surgir la signification d'un amour sans limite, parce qu'il est hors des limites de la loi, où seulement il peut vivre. Donc Lacan nous promet d'une certaine façon d'aller vers un amour plus vrai, à partir du moment où il y a une psychanalyse. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler de ça, parce que c'est quand même un amour qui se noue avec ce désir du psychanalyste, là, mais où on peut sublimer toute cette sexualité perverse qui peut être en régression chez l'adulte, comme on le voit dans certaines sociétés, et malheureusement dans notre société actuelle, depuis mai 68, où il est interdit d'interdire, et où petit à petit, en effet, tout ce que tu nous décris de la société actuelle, et avec toute la technologie qui est là, qui fait qu'en effet, ça va très très loin. Je veux dire que ça va dans des grandes souffrances, et ça va jusqu'à la mort. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a pas que les femmes qui sont battues, il y a les enfants, la perversion, le fantasme qui est tout le temps agi à l'heure actuelle et qui est tellement pauvre qu'ils sont toujours obligés de refaire la même chose, exactement toujours la même chose. Tu as bien insisté tout à l'heure là-dessus. Bon, c'est d'une pauvreté sans nom, et cette pauvreté fait qu'il y a une explosion comme ça de jouissance de la télé, partout, vraiment, on a envie de retourner dans la période de latence, quoi. Il y a une régression là, vers l'enfance qui est absolument épouvantable dans ce que... Alors c'est vrai, le petit enfant, c'est vrai qu'il est pervers polymorphe, parce que
s'il y a le pénis du chien qui est à côté de lui, ben, il s'en emparera, il ne verra pas malice. Bon, mais imaginez, quand ça régresse comme ça chez un humain, bon, vous voyez un petit peu ce qui peut se passer. Enfin, ce que nous dit Lacan quand même de cet amour, c'est complètement hystérique. Il nous dit Lacan. Mais il y a quelque chose, moi j'ai l'impression, et je ne suis pas arrivé à le repérer, il y a quelque chose où tu interroges un peu la différence entre l'instinct et la pulsion. Oui, c'est pas pareil. Ben, c'est absolument pas pareil, oui, puisque la pulsion, ça passe du côté du langage et de la parole. Bien sûr. Mais il y a dans tes propos, parfois, j'ai l'impression que c'est quelque chose, justement, qui passe plus par la parole. Tu vois que je t'avais dit là au téléphone la violence du désir, il y a un moment j'ai l'impression que ça passe plus par la parole. La grande différence avec instinct et pulsion, c'est que bon, la pulsion, il y a du dire dans le corps, dans la pulsion, Ouais. et que par ailleurs, il y a par exemple, c'est de poussée constante la pulsion, alors que l'instinct, on sait bien, les animaux, par exemple, coïtent à certains moments de leur d'un cycle, ils ne coïtent pas, il y a le rut. Oui, Hein. non, puis, Ça n'est pas une pulsion constante. les animaux, sauf peut-être les animaux domestiques, ils sont pas aussi dingues que les humains. Hein, je veux dire, ils ne se mettent pas en porte-jardin pour aller. C'est vrai. C'est-à-dire que les instints, ils mangent, mais enfin, ils ne sont pas complètement givrés, je veux dire, les animaux. Par exemple, l'amour inné de la lionne pour ses gosses, c'est très instinctuel. Il n'y a pas de... C'est tout à fait agréable. Alors, si le gosse ne lui plaît pas, c'est comme les chats, elle peut le bouffer. Elle peut le tuer, elle peut le manger, mais l'amour, la haine, c'est un peu la même... Sur la bande de Mobius, on arrive... La grande différence, c'est que les animaux n'ont pas la prématurité aussi longue que l'être humain. Oui. Un animal, au bout de quelques jours, ça y est, il se débrouille. Tandis que pour un être humain, il faut quand même plusieurs années pour qu'il se débrouille. Oui, non, mais c'est vrai qu'il leur faut très peu de mois, puis qu'ils se lèvent tout de suite. C'est vrai. Il n'y a pas cette sexualité en deux temps comme chez l'humain. C'est-à-dire la sexualité pervers polymorphe et comment elle revient après chez l'adulte, chez l'adolescent. Alors, je ne sais pas où j'en suis parce que je peux entendre ce que vous dites. Non, ça n'a rien à voir, c'est avec la préparation. C'est indiscret. C'est pas sexuel. Alors, tu as abordé aussi dans un premier temps, j'en parlerai le mois prochain, donc je ne vais pas trop en parler maintenant, la sexualité qui est difficile à théoriser, donc, et quel est l'objet de refoulement, et quel est l'objet de refoulement des psychanalystes eux-mêmes. On est d'accord, hein? Les psychanalystes eux-mêmes. Ils en parlent, mais ils en parlent de façon théorique. Chang, il y a 2 mois, nous en faisait part de ça. C'est-à-dire que vraiment, il a même mis le tableau des sexuations de Jacques Lacan, il a dit que c'était un truc pour empêcher de parler de la sexualité. Donc, je veux dire que c'est vrai qu'on peut penser ça quand il y a des gens qui récitent le tableau pour tout x suit de x, qui récitent le tableau de sexualité. Mais enfin, on peut peut-être parler d'une autre façon,
Mais c'est vrai qu'il y a toujours ça chez les analystes à l'heure actuelle, et ça se refoule. Et il y a toujours ce truc porté sur la sexualité infantile. Recording in progress. Pardon. Kraft et Wien, quand même, avant Freud, et puis Ellis, d'autres, ont parlé de cette sexualité infantile. Hein. Je veux dire, les gens, ils le savaient en 1905, mais ils le savaient, mais c'était pour les gosses qui n'étaient pas normaux. C'était pas pour les gosses qui étaient normaux. C'est comme ça. Et là... Surtout, il n'y avait pas d'interaction avec la vie psychique. Surtout. Enfin non, ça, avec l'inconscient freudien, c'est ça, Kraft et Wien, il n'a pas parlé de ça. Il faut attendre Freud pour faire entendre, en effet, le psychisme et l'organisme complètement liés dedans. Bon. Je vais passer la parole à la salle.